Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon sur le salon Eurobois 2018 et nous allons attaquer une série d'émissions cet après-midi et nous commençons par parler d'investissement dans l'artisanat avec mes invités. On va se poser la question de la numérisation de l'atelier de l'artisan. Donc à ma gauche, monsieur Johan Baguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Felder Group. Exact. Vous nous présentez Felder Group rapidement ? Alors, Felder Group France, en fait, est une filiale d'un groupe autrichien qui s'appelle Felder KG, qui est fabricant de machines pour le travail du bois de la seconde transformation, aussi bien sur de la machine traditionnelle que de la machine à commande numérique. C'est un groupe familial qui existe depuis plus de 60 ans et qui est présent à travers le monde dans 70 pays. Alors, à côté de vous, monsieur Jérôme Maranda, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur alors d'un logiciel ou d'une société qui propose un logiciel qui s'appelle Cabinet Vision France. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire de quoi il s'agit ? Oui, alors Cabinet Vision est un logiciel d'agencement dédié aux fabricants qui passe de la présentation à toutes les informations jusqu'au pilotage des machines à contrôle numérique qui existent à travers le monde et qui fait partie du groupe Vero Software. D'accord, donc vous c'est le logiciel, on a la machine, le logiciel, et on a ceux qui s'en servent, les compagnons du devoir. Bonjour Nicolas Diguerre. Bonjour. Est-ce qu'on présente rapidement les compagnons du devoir ? J'ai oublié de vous présenter, vous êtes directeur du pôle innovation pour la seconde transformation du bois et chez les compagnons du devoir. Oui, donc l'association ouvrière des compagnons du devoir, pour ce qui est représente 30 métiers, toutes filières confondues. Pour ce qui est des métiers de menuisier et d'ébéniste, on a environ 600 apprentis et 400 jeunes en formation sur le Tour de France, avec un réseau d'environ 2000 sédentaires, compagnons sédentaires à travers le monde. Et pour ce qui est des charpentiers, on est à peu près pareil à 600 apprentis, 400 jeunes sur le Tour de France, et à peu près entre 500 et 1000, on va dire plus 1000 sur compagnons charpentiers. Vous allez dire un mot sur le pôle innovation, si je peux... Allez-y, un petit mot sur le pôle innovation. Et donc, et après on attaque. Fort des travaux de prospective des métiers par les instituts de métiers pour les compagnons, on a été labellisé par l'État pôle innovation avec plusieurs axes de travail, mais notamment pourquoi aujourd'hui sur l'accompagnement dans la transition numérique des entreprises. Alors, ça va être ma première question. Quel est l'intérêt et pourquoi un artisan doit-il absolument ou pas se lancer dans la numérisation de son matériel, digitaliser son entreprise ? Je ne sais pas qui veut commencer là-dessus. Allez-y. Aujourd'hui, on se rend compte que le marché évolue énormément. Les structures de sociétés changent aussi. On avait par le passé des grosses sociétés qui étaient présentes, qui pour certaines se sont, on va dire, expatriées, ne sont plus forcément présentes en France. Et on se retrouve sur le sol français avec beaucoup de petites structures. Des petites structures qui sont locales, qui travaillent parfois en régional et qui ont besoin, pour aller concurrencer des grands groupes ou des grandes enseignes, d'optimiser leur production et d'optimiser leur process de fabrication. C'est là qu'on rentre, on va dire, dans la démarche de numérisation. Elle a plusieurs étapes. Elle peut passer par la partie logicielle, elle peut passer par la partie machine. Bien évidemment, il faudra passer par la partie formation. Mais en tout cas, c'est un besoin aujourd'hui de l'artisan d'évoluer vers cette démarche-là. C'est un besoin, c'est une obligation ? Ça devient une obligation, même si aujourd'hui tout le monde ne se numérise pas, même s'il existe encore quelques niches sur le marché. Mais pour l'artisan type qui va être assez universel dans son activité, il va devoir au fur et à mesure numériser son outil de production pour être plus performant, plus rentable et être plus polyvalent également. Sur ce diagnostic, vous... Oui, je rajouterais aussi que ça va lui permettre d'avoir une meilleure interaction avec ses partenaires, aussi bien des entreprises que des donneurs d'ordre, puisque aujourd'hui, beaucoup de cabinets d'architectes ou autres demandent des plans sur informatique pour un meilleur traitement des données. On est à l'ère du BIM, donc tout ça intervient et oblige, c'est un grand mot, mais c'est pas loin d'obliger quand même toutes les entreprises à se numériser pour communiquer et pour aussi rester concurrentiel. Rester concurrentiel, communiquer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? De plus en plus, les artisans vont avoir besoin de diversifier leur production. Ils ont de moins en moins de grands volumes et de séries.
Ils ont besoin de réactivité. Donc, cette digitalisation permet cette réactivité. Pourquoi elle permet cette réactivité? Est-ce que je ne l'ai pas déjà, moi, avec mes clients, j'ai l'habitude. Et qu'est-ce que ça va m'apporter de plus pour la réactivité? Bien, le bureau d'études, faire des débits à la main ou faire du AutoCAD ne permet plus d'avoir une réponse assez rapide auprès des clients pour faire le dessin. Et souvent, il y a beaucoup de versions, donc de refaire les mêmes éléments ou de faire de la répétitivité. Les logiciels tels que Cabinet Vision permettent ou autres, permettent de réduire ce temps de mise on réduit le temps, on communique mieux avec l'ensemble des autres acteurs, c'est ça? Voilà. Derrière, il y a aussi une gestion du flux et du process, on va dire, au niveau production. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé tous ces éléments-là sur la partie informatique, c'est-à-dire une mise en œuvre d'une vue 3D, d'un devis, de plan de réalisation, derrière, il faut passer à la partie production. Et cette partie production, elle doit être gérée comme un flux. On cherche aujourd'hui à diminuer au maximum la manipulation des pièces. Ça veut dire essayer de ne plus avoir à porter les pièces d'un endroit A à un endroit B dans l'atelier. Donc ça veut dire automatiser un petit peu le transfert de matière, et on a besoin de cet élément-là pour rendre, on va dire, la société plus performante. Sur ce point, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, aussi il y a le point un peu de la communication par le biais de logiciels. Ça permet de faire des visualisations du projet, des vues 3D, ce qui permet de mieux vendre. On voit aujourd'hui des grandes surfaces qui proposent de faire leur cuisine en 3D. Pourquoi l'artisan aujourd'hui n'est pas capable de faire ça? Le client est en mesure de se demander pourquoi dans ces grandes surfaces je peux modéliser en 3D tout seul chez moi, et l'artisan il me fait encore des croquis à la main. Donc du coup il y a un delta qui se crée et ça c'est le risque de voir des parts de marché disparaître. Des parts de marché disparaître, et puis ça aide aussi à vendre. Quand on accompagne un devis d'un plan 3D, le client se transpose beaucoup plus dans son devis, et c'est déjà à moitié signé. La moitié est signée. Alors, on va parler d'argent maintenant. D'investissement. Ça coûte cher. Je dois tout changer, je dois changer toutes mes machines, je dois acheter des logiciels. Il faut peut-être aussi que je change mon matériel informatique. Alors, ça coûte cher, mais pas tant que ça. Déjà, la première chose, c'est que la partie commande numérique, si on parle proprement de la machine, le coût d'une machine ou l'investissement que représente une machine a très largement diminué depuis les années 90. C'est-à-dire que ça s'est généralisé. L'effet de production de masse fait qu'on arrive à faire des économies d'échelle. Donc là où un centre d'usinage coûtait à l'époque peut-être 150 000 €, il en vaut peut-être que 70 000 aujourd'hui. Donc il y a eu une réelle réduction, on va dire, du coût de l'investissement sur la partie machine. Après, est-ce qu'on doit tout faire en même temps ou pas? Les choses peuvent se faire par étapes. On peut commencer par la partie logicielle, et là je laisserai Jérôme intervenir, parce qu'on n'est pas obligé de tout changer en une fois. Je pense que la base et la clé, avant de parler de machine, c'est le logiciel. C'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse d'abord avoir une démarche numérique, d'abord travailler sur la conception de projet, de la conception de plan, et après de le lier, on va dire, à une machine. Alors allons-y sur la partie logicielle. Alors nous, on a différentes versions de logiciels qui permettent une version complète où on va pouvoir faire une liaison vers le centre d'usinage. On a des versions plus allégées qui permettent de faire le rendu ou voilà, juste la partie rendue. Ce dont parlait monsieur, c'est-à-dire par exemple la vision 3D pour le client. Voilà. Alors, notre niche de logiciel permet d'avoir une panoplie de différents investissements, et puis nous, on peut accompagner nos clients, partir avec une version un peu plus allégée, et puis après ça, prendre la liste de débit, et après ça, faire le pas et faire l'achat du centre d'usinage et faire la liaison vers celui-ci. Voilà, parce que le centre d'usinage aujourd'hui, que j'ai acheté, on va dire, il y a 5-10 ans, n'est pas capable de communiquer avec vos logiciels. Il faut que j'investisse, ou est-ce que je suis obligé de le changer quand même? Non. Ça fait 20 ans maintenant qu'il y a des centres d'usinage, même plus que ça, qui peuvent communiquer avec les logiciels. Donc, pour notre part, peu importe quel est le centre d'usinage, on sera capable de générer ce qu'on appelle le code machine ou le code G. C'est tout simplement un traducteur qui va prendre le code générique de notre logiciel et qui va le traduire en code spécifique de la machine. Donc ça, c'est pas nécessairement... Ça veut dire que si j'ai un matériel pas vraiment ancien, mais un petit peu ancien, que j'ai acheté il y a une dizaine d'années, je peux quand même le faire dialoguer. Je pourrais peut-être pas tout faire, mais je peux commencer à évoluer comme ça. Absolument.
Le dialogue est possible. Après, les limites, on va dire, de ces machines-là, c'est qu'on a évolué en termes de rapidité d'exécution, on a évolué aussi en termes de matière. Donc, on ne maintient pas de la même manière un panneau de bois, un panneau de mélaminé ou du corian ou des matériaux résineux. Donc, ces éléments-là, il faut les prendre en compte. Les matières changent et les machines s'adaptent aussi aux matériaux. Voilà, c'est ça, parce qu'en même temps que la numérisation, on a davantage de matières qui arrivent sur le marché et on va, avec la même machine, travailler ces différentes matières. Exactement. Aujourd'hui, quand on se dit menuisier agenceur, on travaille pas seulement du bois, on travaille pas seulement du panneau. On doit pouvoir aujourd'hui élargir sa palette sur des matériaux composites de plus en plus et joindre ces matériaux dans la réalisation de projets globaux. Donc il faut pouvoir, avec ces nouvelles machines, travailler ce genre de matériaux. Alors, de votre côté, oui, on parlait de coût de l'investissement. C'est vrai qu'on peut l'échelonner, mais une chose est importante, c'est bien définir les besoins pour l'entreprise et aussi ne pas oublier les compétences humaines. Parce que c'est sûr qu'on peut faire tous les investissements si les salariés ne veulent pas utiliser les machines, si on oublie de les former, de les informer, de les mettre partie prenante du projet. Malheureusement, des fois, on s'aperçoit que soit les logiciels restent dans le placard parce qu'ils n'ont pas été partie prenante, donc ils ne veulent pas, ou soit la machine prend la poussière parce qu'ils se disent on va me voler mon emploi. Alors qu'un accompagnement dans ces investissements global, mettre tout le monde bien dans la boucle, généralement, ça se passe très bien. Et puis, on peut aussi effectivement échelonner, commencer par des logiciels évolutifs, renouvellement de parc machine et ainsi de suite, et prendre le temps de mesurer l'impact de l'investissement financier sur la production. Oui. Ça, c'est un point qui est important parce que souvent, quand on pense numérisation, on pense réduction d'effectifs. En fait, la numérisation, ce n'est pas une réduction d'effectifs. La numérisation, c'est travailler autrement. Ça veut dire que plutôt que d'avoir une personne qui va porter des panneaux tous les jours, avoir mal au dos, générer des TMS et ainsi de suite, on va travailler différemment. Et ce temps passé qu'on passait, on va dire, à manipuler des pièces ou à pointer des machines ou à régler certaines choses dans l'atelier, on va pouvoir le passer ailleurs. Donc il va falloir effectivement, par la formation, monter les gens en compétences et dire quelqu'un qui était actuellement en train de régler une toupie, faire en sorte qu'il puisse programmer sur un logiciel, utiliser son temps autrement et derrière pouvoir fabriquer sur une machine à commande numérique. Ça, c'est des choses que vous proposez en termes de formation. Alors, je sais auprès des jeunes, mais je ne sais pas, peut-être que vous voyez aussi les moins jeunes. Et comment c'est reçu ? Oui, donc déjà, par le biais de Pibois, on accompagne les entreprises justement dans toute cette démarche et suivant les besoins en formation, on a donc, nous, nos jeunes qui sont en formation, on les forme bien sûr à tous ces outils numériques. On est partenaire de Cabinet de Vision, on est partenaire aussi de certains fabricants de machines, de logiciels. Donc on essaye d'équiper nos centres de formation et on propose aussi de la formation continue. Donc pour tous les salariés d'entreprise, ils sont bienvenus chez nous pour être formés sans problème. C'est quoi un accompagnement, on va dire, à la transition numérique réussie ? Déjà, c'est une bonne définition des besoins. Prendre le temps de se poser, de se dire voilà où je suis aujourd'hui, quelles compétences j'ai en interne, où je veux aller, connaître mon budget aussi, parce que forcément ça représente un coût. Quel secteur d'activité je veux aller, je veux développer. Et quels sont les moyens que je mets derrière. Est-ce que c'est un plan à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et de se monter tout ça. Et si un accompagnement réussi, c'est un accompagnement où tout le monde a été partie prenante, un accompagnement collaboratif où tout le monde a pris part et se sent, entre guillemets, investi de la mission de réussite de l'entreprise. Très concrètement, ça se passe comment ? On fait de la formation en interne, des formations externes, on prend les personnes qui ont cette habitude de travailler un petit peu à l'ancienne pour les former sur ces logiciels ? Alors, il y a d'une part, comme je leur disais, bien définir ce dont on veut faire. Après, il y a un accompagnement. Souvent, ça passe par une étape de démystification un peu de ce qu'est l'outil numérique, cette bête noire qui peut arriver dans les ateliers et qui va peut-être piquer mon boulot, mais en fait non, au contraire, certainement ils vont embaucher. Et puis après, effectivement, suivant les besoins de chaque entreprise, parce que chaque cas est unique, ça peut passer par des formations, soit en intra-entreprise, soit quelques salariés qu'on va former dans nos centres de formation ou des partenariats avec d'autres qui viennent accompagner l'entreprise.
J'imagine qu'il y a aussi des accompagnements de formation avec la vente d'une machine. Évidemment. Alors, il y a un point que je voulais reprendre qui est important, c'est effectivement la définition du besoin. Aujourd'hui, souvent, quand on part sur un investissement numérique ou quand un artisan part sur un investissement numérique, il prend la totalité de sa production et il se dit je vais prendre ma production complète et je vais la transposer en numérique. C'est à mon sens une erreur. Il faut regarder là où le gain de productivité va être maximum. C'est-à-dire qu'on peut améliorer sa productivité sur 95% de son activité en prenant une machine qui vaut 60 000 € par exemple. Et pour améliorer la productivité des 5 ou 10% restants, on va devoir mettre peut-être 50 ou 60 000 € d'options supplémentaires sur la machine. Oui, ce qui n'est pas vraiment nécessaire au début, en tout cas. Exactement, pas du tout nécessaire. Donc dans la transition, et c'est ce qui est très très important, c'est de dire où est-ce que je suis aujourd'hui dans mon équipement, où est-ce que j'ai besoin d'aller et est-ce que je ne dois pas créer des étapes de progression. Avant de dire j'achète un centre d'usinage qui fait 50 mètres carrés au sol, qui est en 5 axes, interpolé et ainsi de suite, peut-être qu'il y a une démarche simplement de dire je vais peut-être commencer par travailler sur la formation de mes employés, peut-être acheter un premier centre qui va me permettre d'optimiser ma production sur la plus grosse partie de ma fabrication et d'évoluer demain. Parce qu'il y a une réalité derrière, c'est aussi que la partie numérique, c'est un investissement qui doit se faire de manière idéalement récurrente. Nous, on pousse aujourd'hui, en tant que fabricant, la démarche à partir sur de la location opérationnelle ou de la location de matériel, non pas de l'achat. Parce que l'achat, on sait comment ça se passe. Très souvent, la machine rentre dans l'atelier, reste dans l'atelier 10 ans, 15 ans, devient parfois obsolète au regard des logiciels, au regard de la technologie, et ne sort pas de l'atelier. Et finalement, cette démarche qui a été entreprise au départ est finalement perdue au fil du temps parce qu'on croit avoir l'outil, on croit l'exploiter, on l'a payé en 5 ans, on se dit ça y est, ça ne me coûte plus rien, maintenant je vais le rentabiliser un maximum. Et c'est plutôt une erreur. Donc on pousse les gens vers de la location pure avec du renouvellement à la clé pour effectivement continuer sur la formation des employés dans les entreprises. Oui, et puis ça permet aussi d'aller progressivement, ça permet aussi de voir l'impact d'un outil de production numérique sur la façon de fabriquer. Parce que si on met un centre d'usinage, si on investit dans un logiciel et qu'on garde les mêmes façons de produire que quand on le faisait traditionnellement, bah, ce ne sera pas optimum, il y aura des bugs, ça va pas le faire. Donc il faut bien prendre tout ça aussi en compte, qu'il faudra revoir sa méthode de fabrication. Du côté des logiciels, c'est la même chose, il y a de la formation, on est sur des logiciels qui évoluent constamment, donc on n'est peut-être pas dans l'achat de logiciels non plus. Il y a des évolutions, en fait, nous, ce qu'on fait, il y a des évolutions, on accompagne nos clients. Donc évidemment, je reviens sur le premier point, c'est les gens qui ont de la résistance par rapport à la mise en place d'un logiciel, qui ont peur qu'on vole leur travail. Effectivement, c'est plus, nous, ce qu'on va récupérer ou ce qu'on va faire rapidement, ça va être enlever le travail répétitif ou les calculs qui sont répétitifs pour leur laisser un peu plus de temps sur des travaux qui sont un peu plus spécifiques et à terme plus intéressants. C'est ça la principale crainte, hein, c'est de perdre l'emploi. Voilà. Oui, ou de leur importance dans l'entreprise. Souvent, un logiciel comme ça va mettre les méthodes de fabrication, on va retravailler sur la façon de voir les choses, comme Nicolas disait tout à l'heure. Suite à ça, on les accompagne, on fait la formation, puis surtout, on va avoir le support technique. Donc, on va avoir le télétravail, pas le télétravail, mais la téléassistance. Et puis, on a aussi des paquets d'installation, parce qu'il y a des nouvelles quincailleries ou des nouveaux éléments qui vont exister. Bien, nous, on va les intégrer dans le logiciel. Les intégrer dans le logiciel et les ont. Alors, on arrive un petit peu au terme de notre échange. Je ne sais pas pour autant que vous n'aurez pas la parole. Moi, je vais vous poser une question. Je suis artisan, j'ai 55 ans. Il va falloir me convaincre d'y aller. Et une question, vous parliez de BIM tout à l'heure. Est-ce que dans les cabinets d'architecture, on a un BIM manager? Est-ce que dans une entreprise artisanale, il faut avoir, non pas un BIM manager, mais peut-être un digital manager? En tout cas, quelqu'un qui me pousse, moi, qui n'ai pas trop envie, qui sait que dans 10 ans, c'est terminé, d'y aller quand même. Donc, convainquez-moi, s'il vous plaît, chacun votre tour. Alors, ça dépend de l'interface, ça dépend du logiciel. Nous, moi, j'ai une expérience avec un client qui s'appelle Philippe Bossé,
Quand on est allé le former, pour lui, tout était nouveau. Un ordinateur, c'est nouveau. C'est une personne qui, dans 10 ans, elle est à la retraite et tout. La première chose qu'on a dû lui montrer, c'est une souris. Ça fait ça comme ça, puis il y avait le petit écran. Puis le bouton de gauche. d'assez loin, quand même. Le bouton de gauche, ça fait ça. Puis le bouton de droite, il y a un menu contextuel. Donc, on est parti de très loin avec cette personne. Et puis, maintenant, c'est un client référent chez qui on allait régulièrement pour montrer le logiciel en disant, voici cette personne qui a 55 ans, utilise le logiciel pour faire toute sa production. Il l'utilise peut-être à 40% de son effectif, mais il utilise, lui, on était complètement satisfait, puis il arrivait à faire toute sa production ou son besoin à travers notre interface. Pour essayer de vous convaincre, moi, j'ai rien à vendre, donc ça... Mais me convaincre, sans vendre quelque chose, mais me convaincre de passer de faire ce pas, en fait. Oui, alors, je pense que ça va permettre effectivement de diminuer la pénibilité au travail. Tout ce qui est répétitif, redondant, un peu le matin qu'on a envie, on n'a pas trop envie de faire la palette de 500 pièces ou même les 10 fois le même usinage ou de passer 2 heures derrière la toupie. Ça permet d'éviter la manutention des pièces, donc un gain de temps après pour le chef d'entreprise, forcément, donc gain d'argent. Et puis aussi, si dans 10 ans vous êtes à la retraite, pensez à la revendre, à la revente. Donc aujourd'hui, si la génération qui arrive un peu à la retraite a fait toute sa carrière sans les outils numériques, ou qui se dit, bon, c'est pas pour moi, moi c'est bientôt fini, je vais pas me remettre en question, c'est un grand mot, mais je ne vais pas franchir le pas, mais c'est sûr que s'il équipe son entreprise et que son entreprise fonctionne avec des outils numériques, ce sera bien plus facile à la reprise. Et puis parce que ceux qui arrivent pour reprendre les entreprises, eux ont baigné dans le numérique et ne se voient pas transposer. C'est un moyen de valoriser. Ça me parle un petit peu. Alors, ce sera le mot de la fin. Je rejoins exactement ce que dit Nicolas Diguerre, puisque y a deux manières de voir les choses. L'instant T, c'est effectivement j'ai besoin de valoriser ma production, d'optimiser ma démarche, et ça marche réellement. On a des exemples concrets où aujourd'hui, 95% des gens qui sont équipés sur nos centres d'usinage nous répondent en nous disant aujourd'hui je ne pourrai plus m'en passer. Donc on sait que ça fonctionne. Donc l'argument, c'est rien de plus que l'exemple des clients qu'on a déjà sur le marché et chez qui on va de manière régulière en tant que référent. Voilà, on ne peut pas dire à un client croyez-moi sur parole. On va lui prouver effectivement que ça marche. La deuxième chose, c'est effectivement la valorisation de l'entreprise, parce que quelqu'un qui part à la retraite dans 5 ans ou 10 ans, il faut qu'il pense aussi à la revente de sa société. Une société qui est équipée d'un centre d'usinage numérique, qui va attirer beaucoup plus d'architectes, de gens à qui ça parle, cette numérisation, va avoir une valeur de revente plus importante et va aussi pérenniser l'activité si des gens dans l'entreprise, des employés, souhaiteraient reprendre l'activité. Et le bien-être des salariés. Merci, ce sera le mot de la fin. Bien-être des salariés avec la numérisation et le digital. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de Batijournal TV, qui était la première donc, de notre session d'émission sur le salon Eurobois 2018. Une émission à revoir sur le site de nos partenaires, Eurobois donc, et bien sûr France Bois Forêt, et également sur le site de Batijournal TV. À bientôt, merci. 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 Merci.